Bonjour, bienvenue à ce webinaire portant sur les communications de renseignements personnels sans le consentement. Je m'appelle Caroline Côté et je serai votre animatrice aujourd'hui pour le secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité. Le webinaire d'aujourd'hui vise à vous sensibiliser aux règles encadrant les communications de renseignements personnels à des tiers sans le consentement des personnes concernées et à vous présenter un processus d'aide à la décision pour vous accompagner dans la réception de ce type de demande. Cet avant-midi, on a également le privilège de recevoir des invités provenant de la Société de l'assurance automobile du Québec, de l'Institut de la statistique du Québec et de Revenu Québec. Ces personnes viendront vous présenter un peu plus tard leur pratique durant le webinaire. Au cours du webinaire, on va répondre aux questions d'ordre général que vous nous avez soumises au moment de votre inscription, mais les responsables et les membres de leur équipe qui auraient des questions plus spécifiques ou qui n'auraient pas été couverts par le webinaire peuvent s'adresser directement à notre service conseil. Première question des participants, allez-vous mentionner les exceptions prévues dans d'autres lois ou faire des arrimages entre la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles et la loi sur les renseignements de santé et services sociaux? Malheureusement, non. Vous allez voir qu'on a une séance qui est passablement chargée. On va se concentrer principalement là, sur les dispositions de la loi sur l'accès. Je dis principalement parce que les personnes de Revenu Québec et de l'Institut de la statistique vous présenteront quand même là, leur régime particulier. Au Québec, la vie privée, c'est un droit fondamental qui est protégé par les chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés. Le régime de protection des renseignements personnels instauré par la loi sur l'accès vise, dans le fond, repose sur le principe selon lequel un renseignement personnel est confidentiel et ne peut pas être communiqué sans le consentement là, des personnes concernées. Toutefois, il comporte des exceptions qui, dans certains cas, autorisent les communications de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Ce sont uniquement ces dispositions-là aujourd'hui qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant, il est important de comprendre que le type de communication qu'on va regarder aujourd'hui, il doit respecter le critère de nécessité. D'ailleurs, il y a plusieurs exceptions prévues par la loi qui le mentionnent expressément. Par exemple, à l'article 67, il prévoit qu'un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme, donc public ou privé, si la communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que la communication soit ou non prévue expressément par la loi. C'est important de bien comprendre le principe ou la règle de nécessité parce que ça va au-delà de la simple utilité. Donc, ce n'est pas parce que j'en ai besoin ou je pense peut-être en avoir besoin à un moment donné qu'on peut le collecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un organisme public, la nécessité s'évalue par rapport à la finalité de la communication puis à sa proportionnalité. Encore là, qu'est-ce que ça veut dire? La Cour du Québec a élaboré un test pour déterminer si le critère de nécessité est satisfait. Le test comporte deux aspects, dans le fond. Pour être nécessaire, il faut que la communication de renseignement personnel ait un objectif qui est légitime, important et réel. À cette étape-là, vous pouvez vous poser des questions comme pourquoi l'organisme a besoin des renseignements personnels? Est-ce que l'usage projeté des renseignements personnels fait partie, dans le fond, des attributions de l'organisme ou s'inscrit dans le cadre là, de la mise en œuvre d'un programme dont il y a la gestion? Pour trouver la réponse à cette question-là, on doit souvent analyser là, les dispositions législatives qui énoncent les fonctions, les mandats ou les attributions de l'organisme. On peut se demander aussi est-ce que les renseignements personnels collectés par l'organisme vont lui être nécessaires. Dans le fond, il faut savoir à quoi ça va lui servir. Pour répondre à ça, l'organisme va devoir vous présenter une description détaillée des activités qui vont être réalisées là, avec les renseignements personnels qui vont lui être communiqués. Deuxième aspect du test de la Cour du Québec, il faut que l'atteinte à la vie privée soit proportionnelle à l'objectif. Ce que ça veut dire précisément, c'est que la communication des renseignements personnels doit être liée à l'objectif. L'atteinte au droit à la vie privée, lui, doit être minimisée. Autrement dit, il ne faut vraiment pas qu'il existe d'autres moyens d'atteindre les mêmes objectifs. Et la communication de renseignements, dans le fond, doit être nettement plus utile que préjudiciable là, à la personne concernée. Si la nécessité, la proportionnalité n'est pas établie, le droit à la vie privée des personnes doit primer, puis la communication ne peut pas être effectuée. Donc, on a une autre question des participants ici. Comment évaluer le critère de nécessité alors que la communication pourrait être nécessaire à un partenaire, mais ne le semble pas pour l'organisme qui fait la communication ou pour la personne concernée? C'est à l'organisme receveur, demandeur que les renseignements personnels doivent être nécessaires. Donc, vous, à titre d'organisme donneur des renseignements, vous devez vous assurer que la communication est nécessaire à cet organisme-là et que la communication, dans le fond, s'effectue dans les cas et aux strictes conditions prévues par la loi. On va les voir ensemble maintenant, chacun des cas.
Donc, à l'article 59 de la loi sur l'accès, l'article, dans le fond, confère un pouvoir discrétionnaire aux organismes publics qui peuvent communiquer des renseignements personnels dans les cas et aux seules strictes conditions prévues par la loi sur l'accès. Dans le premier cas, un organisme public peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée au procureur de l'organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour une infraction à une loi que l'organisme est chargé d'appliquer ou au directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour une infraction là, à une loi applicable au Québec. Il peut s'agir, par exemple, du procureur de l'organisme qui demanderait le rapport d'enquête sur un administré dans le but d'évaluer s'il y a matière à intenter une poursuite là, pour infraction à une loi. Un organisme public peut aussi communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée au procureur de l'organisme ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur de l'organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins, cette fois-là, d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée là, dans les deux cas que je vous ai présentés. Bon, par exemple, on pourrait penser là, à des procédures judiciaires autres que des procédures pénales ou criminelles où on aurait besoin de renseignements dans le cadre d'une procédure administrative ou civile, là, afin de permettre au procureur ou au procureur général de vérifier s'il y a matière à poursuite ou afin de permettre à l'organisme d'assurer sa défense dans un litige ou pour faire valoir ses droits. Là, je vais vite, je comprends ça. On a quand même passablement de dispositions à présenter. Vous allez voir, je vous ai fait des petites fiches à chaque fois pour les dispositions. Vous allez avoir la disposition à qui on peut communiquer, puis les conditions d'application. Puis le PowerPoint va vous être remis là, à la fin du webinaire, donc vous allez pouvoir vous y référer au besoin. Donc, en vertu de l'article 60, je poursuis, avant de communiquer le renseignement personnel, l'organisme, lui, va devoir s'assurer que le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite ou d'une procédure visée dans un des paragraphes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Dans ce cas-ci, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme va devoir enregistrer la communication. La loi est muette sur ce que doit contenir l'enregistrement, mais je vais vous faire une proposition à la fin du webinaire. Autre cas de figure, un organisme public peut communiquer un renseignement personnel sans consentement de la personne concernée à une personne ou un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois si le renseignement est nécessaire aux fins d'une poursuite pour une infraction à une loi applicable au Québec. Donc, il peut s'agir, par exemple, d'une policière ou d'un policier qui demanderait à l'organisme l'adresse d'un administré aux fins d'une enquête qui mène là, dans le but de mener une poursuite criminelle. Encore une fois, en vertu de l'article 60, avant de communiquer le renseignement personnel, l'organisme va devoir s'assurer que le renseignement est nécessaire aux fins, dans ce cas-ci, d'une poursuite ou d'une procédure qui est visée là, dans ce paragraphe-là. Encore une fois, la communication va devoir être enregistrée. Je vous reviens là-dessus. Article 61. Un corps de police peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à un autre corps de police. Donc, par exemple, ça peut être un corps qui en prévient un autre qu'un suspect est sur son territoire là, pour pouvoir l'arrêter. Les communications entre corps policiers, c'est pas mal l'exception, ne sont pas soumis, eux autres, à aucune procédure d'enregistrement ou de tenue de registre, mais comme je vous dis, c'est pas mal l'exception. Dernier cas ici, un organisme peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée à une personne qui est impliquée dans un événement qui a fait l'objet d'un rapport par un corps de police ou par une personne ou un organisme qui agit là, en application d'une loi qui exige un rapport de même nature lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne là, qui a été impliquée dans l'événement. Donc, seuls les renseignements qui concernent l'identité des autres personnes qui sont impliquées dans l'événement, qui ont fait l'objet d'un rapport de police ou d'un rapport de même nature, peuvent être communiqués. Il y a évidemment des exceptions. Ne peuvent être divulgués les renseignements relatifs à l'identité d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne là, dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mis en péril par la communication d'un renseignement. Donc, évidemment, si on fournit l'identité de la victime à une personne lorsqu'il y a des motifs de croire que celle-ci pourrait s'en prendre à elle par représailles, ce n'est pas une bonne idée. Donc, la personne qui est impliquée dans un événement qui a fait l'objet du rapport de police, elle pourra obtenir d'autres renseignements, évidemment, qui sont dans ce rapport-là parce que ce sont ses renseignements personnels à elle, donc en vertu de l'article 83 là, de la loi sur l'accès, ou parce que c'est des renseignements administratifs qui ne permettent pas d'identifier personne en vertu là, de l'article 9. Situation d'urgence, autre disposition. Puis comme vous voyez, tous les articles sont là, vous pourrez vous y référer après.
Un organisme public peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée à une personne à qui la communication va être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. La disposition ne vise que la personne elle-même, celle dont la vie, la santé ou la sécurité est en danger. Donc, en vertu de cette disposition-là, il n'est pas possible de communiquer des renseignements qui concerneraient un tiers. Il faut vraiment communiquer les renseignements qui concernent cette personne-là. C'est une distinction à faire avec l'article 59.1, dans le fond, de la loi sur l'accès, on va le voir tout à l'heure. Encore une fois, en vertu de l'article 60, avant de communiquer le renseignement personnel en vue de cette disposition-là, l'organisme doit s'assurer du caractère urgent et dangereux de la situation. À défaut de s'être assuré du caractère urgent et dangereux, l'organisme lui doit refuser la communication. Pour que la situation soit jugée urgente, la jurisprudence, en fond, nous enseigne qu'il est nécessaire que le danger de mort ou de menace à la santé et à la sécurité de la personne soit imminent. Donc, dans ce cas-là, uniquement les renseignements personnels peuvent être communiqués à une personne susceptible d'intervenir. Cependant, en pratique, lorsqu'une vie est en jeu, il n'est pas nécessaire d'avoir une preuve raisonnable hors de tout doute. En cas de doute, il est préférable, évidemment, c'est une question de gros bon sens, de communiquer les renseignements personnels de la personne concernée afin de lui sauver la vie. 59.1, on y arrive maintenant. L'article a été modifié par la loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives entrant en vigueur le 1er juillet dernier. Donc, un organisme public peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée en vue de protéger une personne ou un groupe de personnes identifiables. Donc, tout à l'heure, c'était juste la personne concernée. Ici, là, on vient chercher un groupe. Mais il y a des critères à respecter. Premièrement, il faut qu'il y ait un motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessure grave lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, donc tentative de suicide, est présent. Les termes blessure grave réfèrent à toute blessure physique ou psychologique qui nuise d'une manière importante à l'intégrité physique, à la santé ou au bien-être d'une personne ou d'un groupe de personnes identifiables. Deuxièmement, pour que la menace une personne ou un groupe de personnes identifiables, elle peut viser toute personne, là, quel que soit le statut à l'égard de l'organisme public. Ça peut être un employé, un client, un tiers. Donc, troisièmement, il faut que la nature de la menace inspire un sentiment d'urgence. Donc, la Cour suprême a signalé dans l'affaire Smith contre Jones que le sentiment d'urgence peut se rapporter à un moment quelconque de l'avenir. Donc, selon la gravité et la clarté de la menace, il ne serait pas toujours nécessaire qu'un délai précis soit identifié. À qui on communique, dans ce cas-ci, les renseignements? Bien, ils peuvent être communiqués à la ou aux personnes exposées au risque, à leurs représentants ou à toute personne susceptible de leur porter secours. C'est quoi qu'on communique? Bien, en vertu de l'article 60.1, l'organisme qui communique un renseignement en application de l'article 59.1 ne peut communiquer que les renseignements personnels nécessaires aux fins poursuivies par la communication. Par exemple, un organisme pourrait fournir au centre de prévention du suicide de sa localité les coordonnées d'un employé qui aurait laissé des indices de ses intentions de passer à l'acte. L'article 60.1 prévoit que le responsable de la protection des renseignements personnels doit enregistrer, inscrire la communication dans un registre qu'il tient à cette fin. La loi ne définit pas le contenu de ce registre-là en particulier. Je vais vous faire une proposition là, à la fin de ma présentation. L'article 59.1 prévoit que la personne qui a la plus haute autorité au sein de l'organisme doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements personnels peuvent être communiqués par le personnel de l'organisme, puis le personnel va devoir, lui, se conformer à la directive. Il y a une notion d'exonération de responsabilité dans l'article 59.1. Donc, un organisme public ne peut pas être poursuivi en justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement d'application de cet article-là. Il y en va de même pour toute personne qui, au nom de l'organisme, participe de bonne foi à la communication, même indirectement. 63.8. Un autre cas, si un incident de confidentialité présente un risque qu'un préjudice sérieux soit causé à une personne, qu'il y ait un vol d'identité, une perte financière, une atteinte à la réputation, l'organisme public peut aviser dans ce temps-là toute personne ou tout organisme susceptible de diminuer le risque en ne communiquant évidemment encore que les renseignements nécessaires à cette fin. Dans ce cas-là, la loi sur l'accès prévoit que le responsable de la protection des renseignements personnels doit enregistrer la communication. Je vous reviens sur ce sujet-là.
66. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement sur l'identité d'une personne afin de recueillir des renseignements personnels déjà colligés par une personne ou un organisme privé. Qu'est-ce que ça veut dire? L'article permet, dans le fond, à un organisme public de révéler l'identité d'une personne à un organisme privé afin d'obtenir des informations à son sujet. Ça peut être un organisme qui achemine le nom, le prénom d'un administré à une agence de renseignement de crédit afin de vérifier, par exemple, la solvabilité là, de ce dernier-là, s'il est débiteur, donc il doit des sous à l'organisme. Dans ce cas-ci, l'organisme doit en informer la commission au préalable. Et la communication, elle, doit être inscrite dans un registre, un autre type de registre. Je vous reviens un peu plus tard, là, à la fin de ma présentation. L'article 67 permet à un organisme public de communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement personnel à toute personne ou organisme, public ou privé, comme une entreprise, si la communication est nécessaire à l'application de loi au Québec, que la communication soit ou non expressément prévue par la loi. Ça peut s'appliquer, cette disposition-là, notamment lorsque la communication est nécessaire pour permettre le respect ou la mise en œuvre d'une disposition législative. Il peut s'agir d'une loi adoptée par l'Assemblée nationale ou le Parlement fédéral, dans la mesure où elle s'applique au Québec. Ça peut également s'appliquer à un règlement. Comme exemple d'application, on pourrait penser à un ministère qui demande à un organisme public, dans le cadre d'une inspection, des renseignements personnels nécessaires à l'application d'une loi au Québec. Il revient évidemment à l'organisme public détenteur des renseignements personnels de vérifier si la communication est vraiment nécessaire à l'application de la loi auquel un inspecteur, par exemple, pourrait référer. La communication, encore une fois, ici, doit être inscrite dans un registre. 67.1, un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme. La communication est nécessaire à l'application, cette fois-là, d'une convention collective, d'un décret, d'un arrêté, d'une directive, d'un règlement qui établissent des conditions de travail. Donc, il peut s'agir, par exemple, d'un syndicat qui demanderait à l'organisme les renseignements qui lui seraient nécessaires à l'application de la convention collective. La communication de renseignements personnels qui est visée par cette disposition-là peut s'inférer des dispositions d'une convention collective, d'un décret, d'un arrêté, d'une directive, d'un règlement. Donc, il n'est pas nécessaire qu'on retrouve dans ces documents-là une disposition expresse le permettant. L'article 67.1 prévoit déjà. Encore une fois, la disposition ne comporte pas un droit pour toute personne ou organisme public ou privé d'obtenir des renseignements. C'est une autorisation circonscrite que la loi donne d'agir légalement à certaines conditions, dans ce cas-ci, pour l'application des conditions de travail. La disposition peut s'appliquer autant pour les syndicats dans le contexte d'une convention collective que par un groupe non syndiqué regroupé sous une association pour l'application d'un décret ou d'une convention collective. On peut penser, par exemple, à les conseillers en ressources humaines. Encore une fois, ici, la communication doit être enregistrée dans un registre. En vertu de autre cas, 67.2, un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si la communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par l'organisme public à cette personne ou à l'organisme. Il peut s'agir, par exemple, d'un contrat confié à une firme externe pour faire passer un sondage de satisfaction sur les services que l'organisme fournit à ses administrés. La communication est cependant entourée de 7 conditions. Premièrement, il faudra que la communication soit nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par l'entreprise. Deuxièmement, l'organisme public va devoir confier le mandat ou le contrat par écrit. Troisièmement, l'organisme devra indiquer dans le mandat ou le contrat les dispositions de la loi sur l'accès qui s'appliquent aux renseignements personnels communiqués au mandataire ou à l'exécutant du contrat. Quatrièmement, l'organisme devra indiquer les mesures que le mandataire ou l'exécutant du contrat devra prendre pour assurer le caractère confidentiel pour que le renseignement soit utilisé que dans l'exercice de son mandat ou l'exécution de son contrat et pour qu'il ne le conserve pas les renseignements personnels après son expiration. Cinquièmement, l'organisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué.
À moins que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que ce n'est pas nécessaire. Par exemple, si l'entreprise auquel il communique les renseignements a un régime là, de protection supérieur ou équivalent à l'organisme public. Sixièmement, une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou exécute un contrat de service doit également aviser le responsable là, de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une ou l'autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué. Enfin, septièmement, le mandataire ou l'exécutant du contrat de service doit également permettre au responsable d'effectuer toute vérification relative à la confidentialité. Les conditions 3 à 7 ne s'appliquent pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un autre organisme public ou un membre d'un ordre professionnel. La communication, ici, en vertu de 67.2, doit aussi être inscrite dans un registre. Le régime d'accès à des renseignements personnels à des fins d'études, de recherche ou de production statistique a été considérablement modifié par la loi 25. Un organisme public peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées à une personne ou un organisme qui souhaite utiliser ces renseignements-là à des fins d'études, de recherche ou de production statistique. La loi prévoit cependant plusieurs conditions qui devront être respectées par un organisme public et les personnes souhaitant utiliser les renseignements personnels à cette fin-là. Donc, les personnes qui souhaitent utiliser les renseignements devront formuler une demande selon les conditions prévues à l'article 67.2.2 de la loi sur l'accès. L'organisme public receveur de la demande, lui, va devoir réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée au préalable. Et la communication ici ne pourra s'effectuer que si les conditions prévues à l'article 67.2.1 de la loi sur l'accès sont atteintes. Enfin, l'organisme public va devoir conclure une entente avec la personne ou l'organisme à qui il transmet là, les renseignements personnels. L'entente, évidemment, va devoir respecter les conditions prévues à l'article 67.2.3 de la loi sur l'accès. Et l'entente, elle va devoir être transmise à la commission et va entrer en vigueur le 30 jours après la réception de celle-ci. Ce type de communication-là doit aussi être enregistré dans un registre. Bon, pour les gens qui sont plus initiés, vous comprendrez qu'il n'y a pas simplement d'obligation. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi, que ce cas d'application-là. Je ne m'attendrai pas davantage aujourd'hui parce qu'on est dans un webinaire qui survole davantage ces dispositions-là. Et nos invités, de toute façon, de la Société de l'assurance automobile du Québec là, vont traiter un peu plus tard. On va vous montrer un cas concret d'application un peu plus tard. L'article 68, maintenant, de la loi sur l'accès prévoit 4 situations où il est permis à un organisme public de communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. Voyons maintenant les 4 situations et à quelles conditions elles sont permises. Premièrement, un organisme peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque cette communication est nécessaire à l'exercice des attributions de l'organisme receveur ou à la mise en œuvre d'un programme dont l'organisme a la gestion. Donc, à titre d'exemple, on pourrait penser à la Chambre de la sécurité financière et à l'Autorité des marchés financiers ou un organisme équivalent du palier fédéral qui s'échangerait des renseignements d'enquête sans le consentement de la personne concernée afin de leur permettre d'enquêter sur des transactions douteuses ou des individus. Deuxièmement, deuxième situation, un organisme peut aussi, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement lorsque la communication est manifestement au bénéfice de la personne. À titre d'exemple, on pourrait penser à un organisme du gouvernement fédéral qui voudrait transmettre un chèque à un individu déménagé au Québec dont il ne connaîtrait pas la nouvelle adresse. En vue de l'exception, un organisme public québécois pourrait les lui communiquer afin de permettre à la personne concernée de recevoir le paiement qui lui est dû. Question des participants ici. Pouvez-vous aborder l'aspect des communications sans consentement dans le cadre d'engagements internationaux? Oui. Donc, premier cas de figure. Si l'entente est conclue avec le fédéral ou une autre province, là, je vais y aller lentement, je n'ai pas de diapositive qui en fait état. La règle générale est que l'entente doit être approuvée par le gouvernement et signée par la ou le ministre responsable là, des relations canadiennes et de la francophonie canadienne ou par une personne qui l'autorise. Le projet d'entente doit être soumis au Conseil des ministres et sur recommandation là, de la ministre sectorielle ou du ministre sectoriel responsable des relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Donc, son approbation à cette entente-là doit être confirmée par
décret. Si l'entente est conclue avec un gouvernement étranger, donc on n'est pas au Canada, la règle générale, c'est que l'entente doit être signée par la ou le ministre des Relations internationales et de la francophonie ou par une personne qui autorise et à être entérinée là, par le gouvernement ou dans le cas là, de l'article 22.2 de la loi sur le ministère des Relations internationales, sous réserve de 22.5, à être signé par la ou le ministre, approuvé par l'Assemblée nationale et ratifié par le gouvernement. L'approbation à l'Assemblée nationale se fait au moyen d'une motion et la ratification, elle, se fait au moyen d'un décret. L'entérinement se fait aussi par décret. Troisième situation, à 68, un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à une personne ou un organisme lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient. La Commission d'accès à l'information a déjà estimé qu'il était justifié là, pour un organisme public de communiquer à une mère les photos de son fils décédé en raison du fait que la communication, c'est ce qu'elle avait dit dans son témoignage, lui permettrait de faire son deuil. À ce sujet-là, je vous porte à votre attention que le nouvel article 88.0.1 de la loi sur l'accès prévoit dorénavant là, la possibilité pour un organisme public de communiquer les renseignements personnels d'une personne décédée à une conjointe, un conjoint là, ou un proche parent, lorsque la connaissance du renseignement serait susceptible d'aider la personne dans son processus de deuil et que la personne décédée, évidemment, n'a pas consigné là, par écrit son refus d'accorder ce droit d'accès-là. Enfin, quatrième situation, un organisme peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à une personne ou à un organisme, la communication est nécessaire dans le cas de la prestation d'un service à rendre à la personne concernée par un organisme public, là, notamment aux fins de l'identification de la personne. La disposition ici vise principalement à permettre là, des communications de renseignements nécessaires à la mise sur pied de services gouvernementaux en ligne sécuritaire, d'où la référence là, à l'identification. Il pourrait s'agir de prestations là, de services intégrés offerts par plusieurs ministères ou organismes ou encore là, des services en ligne offerts par un seul organisme, mais dont l'identification électronique là, se ferait par un autre. On peut penser là, ici, à titre d'exemple, à la Société de l'assurance automobile du Québec qui pourrait fournir des renseignements à Retraite Québec là, pour déterminer si une personne est accidentée de la route est admissible à une rente d'invalidité. Puis ensuite, Retraite Québec pourrait communiquer également là, des renseignements personnels à la SAC. Le tout, là, ce serait pour s'assurer d'éviter les doublons, là, la double indemnisation, dans le fond, puis offrir à la personne là, ce auquel elle a droit. La loi sur l'accès prévoit cependant plusieurs conditions d'application qui devront être respectées par l'organisme public transmetteur des renseignements personnels et l'organisme public receveur. Donc, l'organisme transmetteur, lui, va devoir réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée au préalable. L'organisme public transmetteur et l'organisme receveur vont devoir conclure, eux, une entente selon les conditions de la loi et transmettre l'entente à la Commission d'accès à l'information. L'entente va entrer 30 jours après sa réception par la Commission. Je le sais qu'on va vite, ce n'est qu'un survol. Vous allez avoir accès là, par après à la présentation PowerPoint, le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, il va être diffusé. On a également des contenus là, sur le web sur ces types de communication-là là, si vous voulez en apprendre davantage. Là, je vous comprends, ça peut être difficile pour un organisme public de savoir quand on utilise 67, quand on utilise 68. Donc, voici quelques distinctions pouvant vous aider dans votre prise de décision. L'article 67 permet de communiquer des renseignements personnels sans le consentement à toute personne ou organisme, c'est-à-dire un organisme public ou privé comme une entreprise, alors que certaines situations de communication qui sont prévues à 68, je pense entre autres au paragraphe 1.1 de l'alinéa 1, l'article 68, permettent la communication de renseignements personnels uniquement à un organisme public ou à un organisme d'un autre gouvernement, donc d'autres provinces ou d'autres juridictions. L'article 67, lui, permet de communiquer des renseignements personnels sans consentement lorsque la communication est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que la communication soit ou non prévue expressément par la loi. En revanche, les conditions d'application de l'article 68 prévoient d'autres fins, comme une communication qui est manifestement au bénéfice de la personne, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient. Donc, on voit que les conditions sont différentes. Étant donné, là, je vous entends parler, là, étant donné que les attributions d'un organisme public ou la mise en œuvre d'un programme se retrouvent généralement dans une loi, ça c'est une autre condition d'application prévue à 68, vous pourriez en venir à la conclusion que la communication peut s'effectuer tant en vertu de 68
qu'en vertu de 67. Dans ce cas-là, quelle disposition choisir? Ben, on vous suggère que 67 soit priorisé dans les deux situations suivantes. Donc, dans les cas de communication de renseignement personnel, lorsqu'elle est prévue expressément par la loi, c'est écrit noir sur blanc dans la loi, et que ou que la communication est ponctuelle et qu'elle vise aucune personne ou un nombre restreint de personnes. Donc, on parle plus des communications qui ne sont pas expressément prévues par la loi. Lorsque la communication de renseignement personnel n'est pas prévue expressément par la loi, qu'elle concerne plusieurs personnes et qu'elle est récurrente, l'article 68, à notre avis, devrait être priorisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les communications qui sont effectuées en vertu de l'article 67 ne nécessitent pas la réalisation d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, ni la rédaction d'une entente. Vous pouvez, si vous voulez, là, mais il n'y a pas d'obligation là. Puis, les communications, elles, effectuées en vertu de 68, requièrent davantage de formalités, puisqu'elles requièrent la réalisation d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, la rédaction d'une entente. Bon, dans les deux cas, là, 67 et 68, la communication doit être inscrite dans un registre, mais on voit que le filet de protection est meilleur à 68. Donc, peut-être aussi un petit clin d'œil. Je comprends que ce n'est pas un webinaire sur la collecte, c'est sur les communications, mais c'est à noter que l'article 64, puis la loi sur l'accès permet, elle, à un organisme public d'effectuer une collecte de renseignements personnels pour un autre organisme sous réserve de certaines conditions. Donc, la collecte de renseignements personnels qui implique également leur communication à l'organisme public avec lequel ils collaborent pour la prestation de services ou la réalisation d'une mission commune devrait, elle, être précédée d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et faire l'objet d'une entente transmise à la Commission d'accès à l'information, entente qui entrera en vigueur le 30 jours après sa réception. Ce type d'entente-là de collecte devrait aussi être enregistré dans un registre. À titre d'exemple, on pourrait penser à la Régie d'assurance maladie du Québec et à la Société de l'assurance automobile du Québec qui collaboreraient au renouvellement du permis de conduire et de la carte d'assurance maladie. Donc, on en a un qui collecte pour un autre au bénéfice de l'autre organisme. On vient de passer toutes les communications discrétionnaires de la loi sur l'accès. On est maintenant rendu aux communications impératives. Donc, l'article 171 de la loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public doit. Tantôt, on était dans toutes les situations de peut, c'était à la discrétion de l'organisme. Maintenant, on est dans un cas de doit, sans égard aux restrictions de la loi sur l'accès, communiquer tout document ou renseignement exigé là, par le protecteur du citoyen ou par assignation, citation à comparaître, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme qui aurait les pouvoirs là, de contraindre à la communication, comme les enquêteurs. Parlons-en de nos enquêteurs. Certaines lois particulières prévoient des pouvoirs de contrainte à la communication. C'est le cas notamment d'organismes qui offrent des prestations comme la Société de l'assurance automobile du Québec qui indemnise les accidentés de la route. Ça peut être le cas aussi de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST, qui assure des personnes victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Donc, ces gens-là ont des pouvoirs de contrainte à la communication pour être capables d'effectuer leur travail. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enquêtes ne peuvent pas s'apparenter à une partie de pêche. On a des pouvoirs de contrainte, mais ce n'est pas bord ouvert. Donc, ça serait le cas, par exemple, si une enquêteuse ou un enquêteur demandait la communication de l'ensemble du dossier d'une cliente ou d'un client. Dans ce cas-là, il est souhaitable peut-être de communiquer avec cette personne-là pour lui demander quels sont les documents ou les renseignements précis qu'elle requiert. Donc, l'enquêteuse ou l'enquêteur verra alors à vous décrire là, ou à énumérer les renseignements ou les documents qui sont pertinents à l'enquête. Il y en a de même là, lorsque le libellé de la citation est trop large ou que la pertinence des documents ou des renseignements qui sont demandés à l'enquête soulève un doute raisonnable. Dans le cas des tribunaux judiciaires, bien que ceux-ci ne soient pas assujettis à la loi sur l'accès, les ordonnances, les mandats ou assignations qui vont émettre peuvent viser des organismes publics qui sont assujettis là, à la loi sur l'accès. Les mandats, les ordonnances à la communication de documents ou de renseignements sont des ordres de la Cour. Donc, votre organisme doit y répondre en raison du pouvoir de contrainte des tribunaux. Il en est ainsi lorsque la Cour municipale émet là, une ordonnance à la communication de renseignements dans un dossier là, de votre clientèle. Votre organisme, dans le fond, ne peut pas y opposer là, les restrictions impératives en matière de confidentialité qui sont prévues à la loi sur l'accès. Ici, la règle de nécessité ne s'appliquerait pas, puisqu'il appartient, dans le fond, à la Cour de décider quels sont les documents ou les renseignements qui sont pertinents
au litige, et ce, là, en conformité là, des règles d'administration de la preuve qui s'appliquent devant eux. D'ailleurs, c'est à noter que les exceptions au droit d'accès n'ont pas d'application devant un tribunal judiciaire lorsque celui-ci procède à l'administration de la preuve. La même règle prévaut à l'égard des organismes quasi-judiciaires qui ne sauraient tenir compte là, des restrictions de la loi sur l'accès pour les fins de l'administration de la preuve. Ici, ce sont les règles de pertinence qui s'appliquent devant eux, tout comme devant les tribunaux judiciaires. Voyons maintenant, à l'aide d'un processus d'aide à la décision, les questions à se poser lors de la réception d'une demande de communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées. On va prendre l'exemple d'un tiers qui vous interpelle afin d'obtenir le dossier complet là, de l'administré. C'est du lot. Premièrement, qu'est-ce que vous allez vous demander? Ben, vous allez vous demander à qui les renseignements personnels seraient communiqués. Donc, certaines dispositions de la loi, on l'a vu, là, permettent des communications de renseignements personnels sans le consentement à certains tiers, soit en fonction des pouvoirs qui leur sont octroyés, là, comme un enquêteur qui détient des pouvoirs puis l'immunité des commissaires nommés en vertu de la loi sur les commissions d'enquête. Puis on a des gens qui, en fonction de leur rôle, qui jouent au sein de l'organisme, peuvent aussi obtenir des documents. Là, on pense entre autres aux procureurs. En revanche, dans d'autres exceptions, les dispositions sont applicables par toute personne ou tout organisme dans un contexte donné. Donc, par exemple, en vue de prévenir un acte de violence. Donc, dans un premier temps, lorsque vous recevez ce type de demande-là, vous devez vérifier l'identité et les pouvoirs du tiers à qui les renseignements seraient communiqués. Par exemple, dans notre mise en situation, le demandeur pourrait être un enquêteur d'un organisme public. Alors, à ce moment-là, vous devriez lui demander de préciser en vertu de quel article de loi les renseignements devraient lui être communiqués et de prouver ses pouvoirs. À la réception d'un document ou d'information qui atteste des pouvoirs, vous pourriez passer à l'étape suivante dans votre analyse. Mais dans le cas contraire, si l'enquêteur n'est pas en mesure de vous prouver qu'il a le pouvoir de contraindre à la communication, vous pourriez ou devriez en arriver à la conclusion que le tiers n'a pas les pouvoirs requis là, pour obtenir les renseignements personnels demandés. Ce faisant, vous pourriez refuser la communication ou évaluer si une autre disposition ne pourrait pas être applicable, comme l'article 67. Hein, des fois, ce n'est pas un enquêteur qu'on a, c'est un inspecteur. À ce moment-là, c'est peut-être une autre disposition qui serait applicable. Pourquoi? Donc, c'est important à l'organisme de bien comprendre pourquoi les renseignements personnels devraient être communiqués sans le consentement de la personne concernée afin d'être en mesure d'analyser si une exception prévue par la loi sur l'accès s'applique. À cette étape-là de la demande, le tiers demandeur, lui, va devoir justifier son besoin communicationnel. Pourquoi il veut vos renseignements personnels? Donc, est-ce qu'il s'agit d'une communication nécessaire aux fins d'une poursuite pour une infraction à une loi que l'organisme est chargé d'appliquer? Est-ce qu'on est devant une situation d'urgence? Donc, et à cette étape-là, on devrait aussi interroger l'organisme qui est demandeur ou la personne si d'autres options ont été envisagées. Je vous le disais d'entrée de jeu, le principe de base, c'est d'obtenir le consentement des personnes. Puis la communication sans le consentement, ça doit être l'exception. Donc, si c'est possible d'obtenir le consentement des personnes ou de collecter soi-même les renseignements personnels, par exemple, par le biais d'un formulaire, l'option devrait être privilégiée. Mais il arrive parfois, évidemment, qu'en raison du contexte, une situation d'urgence, une enquête, hein, on ne veut pas aller révéler qu'on enquête sur une personne, ou d'un gros volume de renseignements personnels, que ce n'est pas possible de faire autrement, on ne peut pas demander le consentement à la pièce des personnes. Donc, à ce moment-là, on va aller voir si une exception serait applicable. On l'a vu, la loi sur l'accès, on les a vus vite, moi je vu. La loi sur l'accès prévoit des exceptions discrétionnaires qui octroient aux organismes publics la discrétion de communiquer des renseignements personnels à des tiers sans le consentement des personnes concernées à certaines conditions. Puis, à ces exceptions-là s'ajoutent les dispositions impératives qui, elles, ont pour effet de contraindre, dans une certaine mesure, la communication. À cette étape-là du processus, dans le fond, à partir des informations que l'organisme a obtenues, pourquoi, y a-t-il les pouvoirs, dans quel contexte il veut la communication, l'organisme va procéder à une évaluation de la ou des dispositions légales qui pourraient permettre là, la communication. Ça va permettre également de voir là, quelles autres informations peut-être on aurait besoin davantage là, pour conclure une entente et puis pour communiquer. D'ailleurs, si une exception s'avère applicable, à cette étape-là, l'organisme, lui, pourrait identifier les renseignements qui vont être communiqués. Puis en fonction du type d'exception applicable, l'organisme pourrait poser d'autres questions. Donc, il pourrait se demander c'est quoi la nature des renseignements qui vont être communiqués. Est-ce qu'on a des renseignements hautement sensibles comme des renseignements biométriques? C'est quoi le format dans lequel le tiers veut les renseignements personnels? On va également regarder si les renseignements peuvent être communiqués sous une forme dépersonnalisée.
Le mode de communication utilisé, on va voir, bon, est-ce qu'on veut la communication via une interface d'échange informatisée, une API, un lien électronique sécurisé? On va regarder aussi la fréquence. Est-ce que la personne ou l'organisme veut ça de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, les renseignements personnels? On va regarder la durée prévue aussi de la communication. Est-ce que c'est une communication qui est ponctuelle, qui va durer 1 an, 2 ans ou de manière indéterminée? On va regarder aussi la portée géographique de la communication, où les renseignements personnels vont être communiqués, si tu es à l'extérieur du Québec, parce qu'à l'extérieur du Québec, avant de communiquer le renseignement, l'organisme va devoir notamment procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée afin de s'assurer que les renseignements personnels vont bénéficier d'une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. Donc, on a notre petit bagage d'informations. À quelles conditions on peut, dans le fond, communiquer? La communication de renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée, on l'a vu, hein, ne peut s'effectuer que dans les seuls cas et aux strictes conditions prévues par la loi sur l'accès. Donc, avant d'effectuer la communication, l'organisme public doit s'assurer de respecter les exigences prescrites par la loi. Notamment, l'organisme doit s'assurer que la communication des renseignements personnels est nécessaire pour la personne ou l'organisme receveur, puis doit se conformer aux conditions prévues dans la loi sur l'accès. Dans les cas de communication impérative, je vous l'ai dit, là, outre la nécessité, parfois, c'est les règles de pertinence là, qui viennent s'appliquer devant les tribunaux judiciaires, là, tout comme devant les organismes quasi-judiciaires. On l'a vu, certains types de communication sans consentement requièrent la réalisation d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée au préalable. Puis, ces communications-là peuvent s'effectuer seulement si les FVP concluent que les conditions prescrites par la loi là, sont atteintes. Quand est-ce qu'on refuse? L'organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans consentement de la personne concernée si la communication ne s'inscrit pas, elle, dans les cas prévus par la loi et qu'elle ne répond pas aux strictes conditions qu'elle établit. Donc, la communication, par exemple, doit être refusée si le tiers n'a pas démontré qu'il a les pouvoirs requis pour recevoir les renseignements personnels demandés. La communication envisagée ne passe pas le test de nécessité qu'on a vu au départ. Si une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a conclu que les conditions prescrites par la loi ne sont pas atteintes. Donc, dans tous ces cas-là, on refuse. Comment, une fois qu'on a tout passé ces étapes-là, puis là, on est sûr, on a la bonne disposition, il y a les pouvoirs, on est dans le bon contexte, comment on communique? À l'étape du processus, ici, la communication, si elle s'inscrit dans les cas prévus et qu'elle répond aux strictes conditions que la loi prévoit, l'organisme peut, en vertu d'une disposition discrétionnaire ou doit, en vertu d'une disposition impérative, communiquer les renseignements personnels sans le consentement selon les modalités, les formalités là, prescrites par la loi. Par exemple, là, je vous ai fait un petit tableau synthèse. Donc, en fonction de la disposition que vous utilisez, vous allez avoir, là, il y a les formalités, là, les conditions de communication. Je ne reviendrai pas là-dessus, on n'a pas le temps ce matin, mais vous pourrez vous en servir là, de référence ou d'annexe. Dans tous les cas, au moment de la communication, les organismes publics vont s'assurer de prendre les mesures de sécurité qui sont raisonnables, compte tenu notamment là, de la sensibilité des renseignements personnels, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. Ce que ça veut dire, c'est que plus un organisme communique une grande quantité de renseignements personnels sensibles, des numéros d'assurance sociale, par exemple, plus le contexte de leur gestion les expose à des risques, donc les renseignements utilisés par un grand nombre de personnes répartis sur différents supports, communiqués à des tiers, à des fournisseurs, plus les mesures de sécurité vont devoir, à mettre en place, vont devoir être robustes. Donc, à cette étape-là du processus, l'organisme serait bien avisé d'impliquer les gens là, de la sécurité de l'information dans ses travaux. En fonction du type de communication effectuée, l'organisme pourrait également devoir rédiger une entente de communication et la transmettre là, à la Commission d'accès à l'information, conclure un mandat ou un contrat de service ou d'entreprise ou enregistrer ou inscrire là, la communication dans un registre. Donc, ici, voyez-vous, j'ai fait une espèce de synthèse, vous pourrez là, y revenir. Il revient évidemment à l'organisme public de respecter les formalités de communication qui sont prescrites là, par la loi. D'ailleurs, un organisme public qui effectue régulièrement des communications sans consentement pourrait décider de mettre en place des règles de gouvernance pour encadrer là, les différents types de communication. Si on fait beaucoup de communication à des fins d'études, si on conclut beaucoup de contrats, ça peut valoir la peine d'établir une directive dans laquelle les rôles et responsabilités là, des membres du personnel impliqués dans le processus de communication sans consentement seraient définis, d'élaborer des formulaires types de communication destinés à être complétés là, par des tiers demandeurs afin que le personnel de l'organisme ait les informations requises là,
pour traiter ce type de communication-là. Les fameuses informations qu'on a collectées un petit peu plus tôt là, dans le processus. Il pourrait également rédiger des modèles d'entente, des contrats types avec des clauses types, donc pour que ce soit facilitant là, pour les gens dans ce cadre-là de communication. Autre question des participants, est-ce que nous devons informer les personnes concernées quand nous avons une entente de partage de renseignements personnels? C'est des communications sans consentement, donc il n'y a pas d'obligation d'aviser directement les personnes concernées. Cependant, on l'a vu, hein, la loi sur l'accès va prévoir différents mécanismes afin que les communications de renseignements personnels effectuées sans consentement soient consignées. Évidemment, les objectifs là, de ces inscriptions-là sont de permettre aux personnes concernées d'être informées des communications effectuées par un organisme public. Dans un contexte, par exemple, d'un registre qui sera accessible au public, je vous en reparle tantôt, là, ou des communications effectuées à leur sujet là, dans le cadre d'une demande d'accès à leurs renseignements personnels. Ça permet également aux organismes publics là, de justifier leur communication de échéant. Je vais maintenant revenir sur certaines formalités avec vous. Là. On va en parler des enregistrements, des registres. Donc, en vertu des articles 60 et 63.8 de la loi sur l'accès, dans certains cas, un organisme public communiquant des renseignements personnels sans le consentement de la personne doit enregistrer et conserver l'enregistrement au dossier de la personne concernée. Si les articles 60 et 63.8 sont muets sur ce que doit contenir l'enregistrement, il serait peut-être logique de penser que celui-ci pourrait comprendre là, les renseignements suivants. L'identité de la personne concernée par la communication et l'identité de celle à qui le renseignement a été communiqué. Les motifs, incluant la communication, là, incluant la base légale. Les renseignements personnels qui ont été communiqués, la date de la communication, le nom de la représentante ou du représentant là, de l'organisme public qui a effectué la communication. Parce qu'un contrôle ultérieur est possible par la personne concernée ou par la commission d'accès à l'information, l'enregistrement doit être conservé de manière sécuritaire, de manière à permettre le repérage durant une période raisonnable. 60.1 l'article prévoit que la responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l'organisme doit inscrire la communication dans un registre de communication pour les communications effectuées en vertu de 59.1. Donc, si cet article-là est muet sur ce que doit contenir le registre des communications effectuées pour protéger une personne ou un groupe de personnes, encore une fois, il serait logique de penser que ce registre-là pourrait comprendre les renseignements suivants, donc l'identité de la personne ou du groupe de personnes identifiables menacées par un risque, les renseignements permettant d'expliquer le respect des conditions prévues là, à l'article 59 de la loi, donc décrire un peu le risque, là, sérieux de mort ou blessure grave qui a inspiré un sentiment d'urgence pour communiquer, les renseignements personnels qui auraient été communiqués, l'identité de là ou des personnes auxquelles les renseignements ont été communiqués, la date de l'événement, le nom de la représentante, encore une fois, de l'organisme qui aurait communiqué les renseignements. Encore une fois, le registre doit être conservé de façon sécuritaire, de manière à permettre le repérage dans une période raisonnable. Enfin, en terminant, pour moi, il y a un autre type de registre qui existe, les communications qui sont effectuées en vertu des articles 66, 67, 67.1, 67.2, 67.2.1 et 68 de la loi sur l'accès doivent être enregistrées dans un registre. Cette fois-ci, la loi n'est pas muette, elle nous dit ce que le registre doit comprendre. Jackpot, alors le registre comprend la nature ou le type de renseignement communiqué, la personne ou l'organisme qui reçoit cette communication-là, la fin pour laquelle le renseignement est communiqué et l'indication dans le cas échéant qu'il s'agit d'une communication visée à l'article 70.1, communication à l'extérieur du Québec, et la raison justifiant la communication. On a une autre question des participants. Est-ce que le registre doit absolument être publié sur le site web d'un organisme public ou il peut être rendu disponible seulement à ceux qui en font la demande? Bon, toute personne qui en fait la demande a droit d'accès au registre, à ce registre-là, formulé en vertu de 67.3, sauf à l'égard des renseignements dont la confirmation de l'existence pourrait être refusée en vertu de certaines dispositions. Par exemple, s'il y a des renseignements qui ont des incidences sur l'économie, l'administration de la justice, la sécurité, ces renseignements-là ne devraient pas, évidemment, être transmis. Le droit d'accès pour tout le monde ici s'exerce conformément aux modalités prévues à l'article 10, la loi sur l'accès. Enfin, ce ne sont que les organismes publics qui sont assujettis au règlement sur la diffusion qui, eux, doivent le diffuser, ce registre-là. Notre secrétariat a produit, d'ailleurs, différents modèles de registres que vous pourrez consulter sur son site web. Autre question des participants, est-ce qu'il y a un droit de recours de prévu pour les personnes concernées par ces types de communications-là?
Une personne pourrait toujours porter plainte à la Commission d'accès à l'information si elle juge que ces renseignements personnels ne sont pas gérés adéquatement. La Commission, elle voit au droit et au respect des obligations prévues là, par la loi sur l'accès. En cas de plainte, c'est la Commission là, qui peut ordonner aux organisations l'amélioration de leurs pratiques, entre autres là, en matière de protection des renseignements personnels. Elle peut aussi mener des inspections, des enquêtes en cette matière-là. Donc, pour moi, c'est tout. On est maintenant rendu au cas pratique. Nos premières invitées nous proviennent de la Société de l'assurance automobile du Québec. Et puis, pour les participants qui ne connaissent pas nos super collègues de la SAC, je vais vous les présenter. Donc, mesdames, Nathalie Jacques et Anne-Marie Lessard, merci d'être là avec nous cet avant-midi. Nathalie Jacques est directrice et responsable du Bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels à la Société de l'assurance automobile du Québec. Avocate d'expérience, Mme Jacques se spécialise en gestion des dossiers d'accès à l'information et en protection des renseignements personnels au sein de cette même société depuis plus de 10 ans. De plus, elle exerce le métier de leader depuis 2008 dans des domaines juridiques, de même qu'en matière de services conseils, notamment en sécurité routière. Elle a à cœur d'appuyer son organisation, entre autres, par des ententes de recherche dont elle dirige la rédaction stratégique, sachant que la recherche a une réelle valeur pour les actions visant l'amélioration du bilan routier. Anne-Marie Lessard, quant à elle, est notaire à la Direction générale des affaires juridiques et du contentieux depuis 2020 à la Société de l'assurance automobile du Québec. Madame Lessard cumulera bientôt 15 années d'expérience au sein de cette même société, principalement dans le domaine de la recherche. Elle a d'abord été conseillère en sécurité routière, où elle a travaillé avec de nombreux chercheurs pour documenter et faire évoluer l'accès sécuritaire à la conduite au Québec. Aujourd'hui, ces nouvelles fonctions l'amènent à rédiger de nombreuses ententes, dont celle sur la communication de renseignements personnels sans consentement à des fins de recherche. Alors, mesdames, je vous redonne le contrôle de votre présentation. Merci encore de vous joindre à nous. La parole est à vous. Bonjour tout le monde. Ça nous fait vraiment plaisir de partager avec vous aujourd'hui notre pratique de communication sans consentement, puisque nous devons à la SAC incontestablement, je dirais, travailler avec des chercheurs en sécurité routière pour accomplir notre mission. À titre de rappel, donc, la SAC a pour mission d'assurer la protection de la personne contre les risques liés à l'usage de la route. Elle a également comme fonction de promouvoir la sécurité routière en ce qui a trait au comportement des usagers de la route, de même qu'aux normes de sécurité relatives aux véhicules utilisés. Vous savez sans doute déjà que plus de 80% des accidents de la route sont causés par le facteur humain. En ce sens-là, la SAC est donc convaincue qu'il est primordial de contribuer à la recherche en sécurité routière, puisque les projets nous permettent de prendre des mesures concrètes pour améliorer évidemment les comportements routiers. Alors, l'objectif de la petite présentation aujourd'hui, c'est donc de vous présenter notre modèle pratique et surtout de vous présenter notre trousse qui a été développée par nos spécialistes en protection des renseignements personnels, dont Maître Lessard, et vous permettre de l'utiliser là ou de l'adapter à votre réalité, évidemment, si le cœur vous en dit. Donc, quelques mots sur la recherche en sécurité routière. En fait, les meilleures pratiques en matière de stratégie de prévention en sécurité routière visent à appuyer les actions sur des données probantes et sur l'état des connaissances actuelles. Donc, pour situer les objectifs et déterminer des actions efficaces, les activités de recherche apportent une contribution vraiment essentielle. En fait, la recherche met en lumière des réalités, des problématiques qui sont liées à la conduite et nous permet donc de cibler là, les bons éléments pour améliorer le bilan routier, puis au final, évidemment, sauver des vies. Certains projets, notamment, nous permettent de mieux sensibiliser, parce que la sensibilisation fait partie d'un de nos axes là, en sécurité routière. Donc, ça permet, dans certains cas, de mieux sensibiliser les personnes concernées par leur situation médicale, par exemple, de même que pour les professionnels de la santé. La recherche nous permet aussi d'évaluer si ce qu'on fait porte ses fruits. Nous collaborons actuellement avec un projet de l'évaluation des mesures qui ont été mises en place là, au Code de la sécurité routière pour contrer les grands excès de vitesse et les excès en zone de travaux routiers.
Alors, c'est le Fonds de recherche du Québec qui se penche sur l'évaluation. On devrait avoir un rapport là, en 2025. Donc, ça va nous permettre de mieux comprendre l'effet dissuasif, en fait, des mesures coercitives là, qui font partie de l'axe législation, là, qui est un autre axe de notre plan de sécurité routière. Ça nous amène donc à discuter de la collaboration que la SAC entretient avec les chercheurs. Avant 2022, et vous le savez, c'est l'article 125 de la loi qui encadrait ces échanges. Donc, le chercheur devait d'abord présenter une demande à la commission d'accès en complétant un formulaire et ensuite demander que l'organisme communique les renseignements. Nous avons eu très peu de dossiers dans lesquels nous avons été interpellés à l'époque via ce processus en application de feu article 125. Et les raisons en sont fort simples, en fait. C'est que la plupart du temps, c'est la SAC, un peu comme je vous le disais tout à l'heure, puis pour les raisons que j'invoquais surtout. Donc, c'est la SAC qui communiquait avec des chercheurs pour convenir avec eux d'un projet de recherche et donc d'une communication à ce moment-là via le truchement de l'article 67.2 de la loi qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Mme Côté, prévoit qu'un organisme peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement, mais dans le cadre d'un mandat. Alors ici, on donnait un mandat de recherche. Avant la loi 25 également, le site des données ouvertes relativement à la sécurité routière contenait une foule de données que nous considérions à l'époque comme des renseignements anonymisés. Alors que maintenant, avec la codification des définitions, donc nous considérons que ces renseignements-là, ce sont des renseignements personnels dépersonnalisés et nous devons donc les traiter comme les autres renseignements personnels. Cela étant, les chercheurs s'alimentaient beaucoup de ces données-là anonymisées, que soit on leur fournissait ou qu'ils prenaient directement sur le site des données ouvertes. Et maintenant, en fait, on a cessé ces pratiques-là, on a retiré les données ouvertes. Avec la loi 25, nous avons maintenant des dispositions très précises que nous devons appliquer. Madame Côté vous en a également fait état tout à l'heure. Donc, elles sont en vigueur depuis septembre 2022 et sont applicables là, vraiment à la communication de renseignements personnels à des fins de recherche. Donc, ce sont les articles 67.2.1 à 67.2.3. Ces nouvelles dispositions-là prévoient notamment que l'organisme et le chercheur sont imputables de la protection des renseignements personnels. Donc, ils sont tous deux responsables dans le processus. Et tout comme avant, avec l'article 125, l'organisme a encore un pouvoir discrétionnaire pour communiquer ou non les renseignements personnels. Alors, je vous le disais, la loi définit un processus très détaillé que nous avons mis en place là, à la SAC et qui inclut ces nouvelles exigences-là. Donc, vous pouvez le voir là, dans les flèches vertes là, au bas de la diapo. En fait, c'est assez, ça respecte vraiment l'ordre, je dirais, de la loi. Alors, la SAC reçoit ou demande ou propose un projet à un chercheur, parce que comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ça arrive que ça va dans ce sens-là. La SAC ensuite complète avec le chercheur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qu'on appelle EFVP. Avant, on en faisait dans les projets TI notamment, mais pas pour les communications à des fins de recherche. Donc, on a dû adapter ce modèle-là. Ensuite, pour chaque communication, on rédige une entente spécifique avec l'institution universitaire ou l'organisme qui supporte le projet de recherche. Et dans notre cas, on fait aussi intervenir le chercheur pour chacune des ententes. Et enfin, on donne un avis à la commission d'accès et notre entente entre en vigueur 30 jours après la réception de la commission et ça permet en fait de communiquer les renseignements personnels aux chercheurs. Je ne l'ai pas mentionné, mais on comprend que c'est lorsque le FVP est concluante, bien entendu. Alors maintenant, et pour le bout évidemment le plus pertinent, je vais passer la parole à ma collègue Maître Lessard qui va vous présenter plus en détail justement la trousse qu'on a développée. Oui, merci. Alors, comme Maître Jacques vient de vous le mentionner, la part de la recherche est très importante là, pour bien connaître la réalité et pour pouvoir agir par la suite sur la réalité routière des Québécois. Donc, pour ce faire, nous devons, dans la plupart des projets de recherche, communiquer des données dites dépersonnalisées.
Et pour les communiquer, eh bien, nous devons nous conformer aux exigences des articles 67.2.1 et suivants de la loi d'accès. Dans le processus présenté là, par Maître Jacques, je vous propose de revenir plus précisément sur des documents uniformisés formant la trousse que nous avons élaborés pour les étapes de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, communément appelé le FVP, ainsi que l'entente que nous avons élaborée à la Société pour rencontrer nos obligations prévues à la loi d'accès. Alors, tout d'abord, lorsque nous devons analyser une demande de recherche impliquant la communication de renseignements personnels et ou dépersonnalisés, nous procédons de concert avec notre client qui s'occupe de la recherche à la société, mais aussi de concert avec le chercheur impliqué à une FVP. Je suis consciente là, que mes collègues sont déjà venus ici là, sur cette même tribune pour vous expliquer tout le processus d'élaboration derrière le formulaire de FVP. Donc, je vais me concentrer uniquement sur l'analyse que nous effectuons avec cet outil-là. Ainsi, le FVP est monté en 4 étapes distinctes, mais toutes complémentaires là, les unes aux autres. La première étape consiste donc à déterminer si la demande implique des renseignements qui sont anonymisés ou dépersonnalisés. Essentiellement ici, on tente de préciser s'il existe un risque de réidentification d'une personne. Pour nous guider, pour guider là, nos clients et les chercheurs, on tente de vérifier là, si il est en tout temps impossible d'identifier directement ou indirectement et de façon irréversible aussi là, la personne concernée par la communication de renseignements. Si nous sommes en présence de renseignements anonymisés, alors la situation n'implique pas de renseignements personnels et la poursuite de l'FVP n'est pas requise. Toutefois, dans la presque totalité là, des demandes, il existe un risque de réidentification, alors on doit poursuivre le FVP avec les 3 étapes suivantes. La deuxième étape consiste à brosser le portrait des données visées par la demande. Essentiellement, ici, on tente d'évaluer la sensibilité des données visées ainsi que la quantité qui est demandée. Évidemment, plus le degré de sensibilité est élevé, plus on devra analyser si les mesures optionnelles de protection sont nécessaires à prévoir dans l'entente pour s'assurer d'une protection adéquate des renseignements. Lorsqu'on parle de sensibilité, on essaie par exemple de voir si les données touchent des sujets sensibles ou qui pourraient nécessiter un haut degré d'atteinte raisonnable en matière de vie privée. Comme par exemple de l'information médicale qu'on détient dans les dossiers des conducteurs. On cherche également à vérifier si ces données pourraient faire l'objet de contestations de différents groupes ou des personnes qui sont visées. La troisième étape ici, ça consiste à repérer et décrire les risques sur la vie privée engendrés par le projet de recherche. Bon, pour vous situer un peu, là, je vous donne quelques exemples de risques. Il peut s'agir de risques de vol de renseignements, d'une collègue qui serait excessive ou d'un risque de réidentification, par exemple. Lorsqu'on identifie des risques dans notre analyse, on se doit toujours se demander si l'intrusion dans la vie privée est disproportionnée par rapport à l'objectif qui est recherché. Ainsi, en identifiant les risques, nous sommes en mesure d'évaluer la pertinence d'ajouter des mesures supplémentaires qui devraient être prises pour s'assurer de diminuer au maximum les risques. Par exemple, ça peut être de regrouper des renseignements pour diminuer le risque de réidentification ou carrément de refuser de communiquer certaines données qui seraient excessives et non pertinentes. Enfin, la dernière étape de notre FVP consiste à analyser les critères de la demande reçue conformément à l'article 67.2.2 de la loi d'accès. Ici, on se demande si les motifs invoqués dans la demande soutiennent les 5 critères qui sont à l'article 67.2.1. Les 5 critères, c'est les suivants. C'est est-ce que l'objectif de l'étude, de la recherche ou de la production statistique ne peuvent être atteints que si les renseignements sont communiqués sous une forme permettant d'identifier les personnes concernées. Il est déraisonnable d'exiger que la personne ou l'organisme obtienne le consentement des personnes concernées. L'objectif de l'étude, de la recherche ou de la production statistique l'emporte eu égard à l'intérêt public sur l'impact de la communication et de l'utilisation des renseignements sur la vie privée des personnes concernées. Les renseignements personnels sont utilisés de manière à en assurer la confidentialité et finalement, seuls les renseignements nécessaires sont communiqués. Le deuxième document uniformisé qu'on a élaboré, c'est un modèle d'entente qui a été créé pour être facilement pré-complété par notre direction de la recherche à la société.
Lorsqu'on reçoit un mandat aux affaires juridiques, on débute par l'analyse de la demande et de l'EFVP dûment complété préalablement. Selon l'analyse, bien là, c'est sûr, on ajuste par la suite le modèle d'entente qui, lui aussi, a été pré-rempli par notre direction cliente. Évidemment, nous devons valider et ajuster les comparutions, le préambule selon le projet qui est présenté. On vérifie également toujours que l'objet de l'entente concorde bien avec les réponses de l'EFVP. Là, ici, je vais passer peut-être un petit peu plus vite là, sur cette diapositive-là parce que vraiment, on l'ajuste selon chaque projet, donc on doit ajuster. Avec le modèle d'entente, on s'assure que toutes les dispositions de la loi d'accès sont respectées. Et à cet effet-là, vous pouvez constater là, qu'on a énoncé un bon nombre d'engagements et de protections à l'entente qui permettent qui reprendra, dans le fond, l'ensemble des dispositions de la loi d'accès concernant la communication de renseignements à des fins de recherche. Notre modèle prévoit également que si une partie des renseignements communiqués proviendrait de données qu'on a dans notre banque de données à la société, mais qui proviendraient d'un autre ministère ou organisme, on ferait intervenir là, le dit ministère ou organisme pour qu'il nous autorise à communiquer les renseignements provenant de lui. Une autre mesure additionnelle que nous avons trouvé opportune d'ajouter à l'entente, c'est l'intervention des chercheurs à titre personnel. Souvent, les ententes sont signées directement avec les universités ou les établissements d'enseignement auxquels sont associés les chercheurs. Toutefois, nous considérons que les chercheurs ont une grande part à jouer dans la protection des renseignements personnels, notamment lorsqu'ils manipulent les renseignements ou si, par exemple, il survenait des incidents de sécurité là, qui pourraient survenir à la suite des manipulations. Donc, c'est pourquoi on exige que les chercheurs interviennent personnellement à l'acte pour s'engager à respecter l'ensemble des obligations qui s'y trouvent. Finalement, lorsque toutes les analyses ont été complétées et que le projet d'entente est signé par toutes les personnes impliquées, on transmet à la commission d'accès à l'information tous les documents nécessaires à leur soumettre. Et là, il y en a un bon nombre. Il y a tout d'abord le formulaire de dépôt d'une demande de communication qui est disponible sur leur site Internet. Il y a l'entente signée par les parties, le FVP dûment complété, la présentation détaillée des activités de recherche. Bon, là, souvent, on va soumettre le devis de recherche des chercheurs ou à la société, on a un formulaire d'évaluation des besoins qui reprend essentiellement les éléments du devis de recherche. Là. Donc, parfois, c'est ce document-là qu'on va soumettre. Et enfin, on va soumettre la liste des autres organismes qui sont consultés par le chercheur là, dans le cadre du projet, le cas échéant. Par la suite, on reçoit un accusé-réception de la commission d'accès à partir duquel on peut calculer le 30 jours avant de communiquer les renseignements identifiés pour le projet de recherche. Voilà ce qui concerne les informations sur notre trousse. Évidemment, j'ai survolé là, les différents documents, mais ceux-ci resteront disponibles dans notre présentation pour que vous puissiez les consulter ultérieurement au besoin. Je laisse maintenant la parole à Maître Jacques pour la conclusion de notre présentation. Oui, certainement. En fait, pour finir, quelques constats après quand même 2 années là, d'utilisation de la fameuse trousse. D'une part, les équipes opérationnelles apprécient vraiment leur consultation auprès des juristes puisque c'est facilitant, c'est compréhensif et c'est expéditif. Les chercheurs, évidemment, qui souhaitent avoir les données de la SAAC, ils collaborent très bien à l'élaboration de l'EFVP notamment. Ils connaissent bien également leurs exigences en protection des renseignements personnels, puis ils sont conscients de leurs responsabilités. Puis on entend qu'ils apprécient là, les gabarits également là, qu'on a fait parce qu'ils voient ça comme un travail d'équipe. La réaction de la commission d'accès à l'information, en fait, lors de la première entente que nous avons transmise, on a reçu presque aussitôt là, une demande de complément d'information, mais une fois qu'on y a répondu, par la suite, là, tout a semblé convenir puisque nous n'avons plus de retour là, avec l'utilisation de notre trousse. La trousse a été utilisée à au moins 8 reprises jusqu'à présent. Puis on en a d'autres, là, évidemment, qui sont sur le feu parce que ça continue tout le temps. Donc, ça nous permet vraiment de conclure là, que ça fonctionne bien puis qu'il y a plusieurs avantages.
Le délai moyen, on l'a calculé quand même avant de communiquer les données aux chercheurs. Concrètement, là, c'est environ 60 jours, mais c'est quand même bien considérant là, le 30 jours d'attente. Ça inclut le 30 jours d'attente pendant que l'entente est à la commission d'accès. Et finalement, on est à planifier les prochaines étapes, notamment à réfléchir à comment on va traiter les demandes des chercheurs qui souhaitent réutiliser les mêmes données à des fins un peu différentes, mais compatibles à leur projet de recherche, ou d'autres chercheurs qui veulent également poursuivre la même recherche, mais avec une année additionnelle de données. Actuellement, il n'y a aucune place là, ou de marge de manœuvre, en fait, dans la loi là, pour nous permettre une réutilisation des données. Donc, ce sont quand même des cas de figure là, qu'on va devoir trouver des solutions. Même chose, on est en train de réfléchir à comment on va faire un suivi pour s'assurer des avis de destruction des renseignements personnels post-projet. Donc, on va devoir planifier ça, puis évidemment impliquer les équipes opérationnelles. Puis, enfin, ça fonctionne tellement bien qu'on est à planifier aussi, en termes d'efficience, la possibilité de créer d'autres types de trousses de communication sans consentement, là, puisqu'on voit vraiment les bénéfices réels. Donc, nous sommes à évaluer là, les possibilités puis les plus-values. Alors, voilà, ça fait le tour de notre CRA pratique de la SAC. Merci de votre écoute. Maître Jacques, Maître Lessard, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé ce matin. Vos pratiques sont inspirantes et puis j'ai hâte de voir vos autres trousses. Merci beaucoup. On va maintenant passer à nos prochains invités qui nous viennent de l'Institut de la statistique. Donc, David et Caroline, donc pour les personnes qui ne les connaîtraient pas, je vais vous les présenter. Alors, Madame Caroline Lambert est conseillère à l'accès aux données et à la protection des renseignements personnels à l'Institut de la statistique du Québec depuis 2023. Elle a accumulé auparavant plus de 10 ans d'expérience en recherche dans le domaine de la santé, notamment en collaboration avec l'industrie pharmaceutique. Elle a également acquis une très bonne connaissance en éthique en œuvrant pendant plus de 2 ans au sein des comités d'éthique à la recherche. De son côté, M. David Joubert-Leclerc est conseiller en accès aux données et en protection des renseignements personnels à l'Institut de la statistique du Québec depuis 2020, où il a notamment contribué au développement des services d'accès aux données pour la recherche et des règles de gouvernance s'y appliquant. Titulaire d'une maîtrise en archivistique, il a su acquérir une très bonne connaissance du milieu de la recherche en sciences humaines au fil de collaboration avec divers projets et groupes de recherche ces 15 dernières années. Alors, M. Joubert, Leclerc, Madame Lambert, merci de vous joindre à nous. Je vous redonne le contrôle de votre présentation. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame Côté. Bonjour à tous. Tout d'abord, un très grand merci au CIDAI de nous avoir lancé l'invitation pour participer à ce webinaire-ci. C'est avec grand plaisir que l'Institut de la statistique a répondu à l'appel pour vous brosser aujourd'hui un portrait assez rapide de ce qui constitue notre régime particulier et manifestement distinct de communication de renseignements personnels sans consentement propre à l'Institut. Le cas de l'Institut est distinct parce que depuis 2019, on a pour mandat de recevoir et de traiter les demandes d'accès issues du milieu de la recherche scientifique qui nécessitent des données administratives du gouvernement québécois couvrant certains secteurs, donc santé, éducation, bientôt des données de Revenu Québec, de Retraite Québec, d'Unifi. Et c'est un mandat qui est encadré par un régime légal particulier qui ne s'applique qu'à l'Institut. Donc, l'accès à ces données est encadré par quelques conditions. Il faut que les renseignements concernés aient été définis par le détenteur, puis désignés officiellement par décret gouvernemental. Le demandeur doit être un chercheur rattaché à un organisme public québécois. L'usage est strictement limité aux fins d'un projet de recherche bien défini. L'accès est restreint à un environnement contrôlé par l'Institut. Bon, j'en passe. Notre présentation d'aujourd'hui va essentiellement se concentrer sur ce mandat-là, parce que c'est lui qui mobilise le plus grand volume de demandes et le plus de ressources à l'Institut.
Madame Côté disait, je suis archiviste de formation. L'importance d'établir les contextes et de traiter les choses du général au particulier ont été drillés dans mes neurones. Donc, je vais d'abord situer l'Institut et ses services d'accès aux données administratives dans leur contexte institutionnel. À la suite de quoi, je vais me pencher plus spécifiquement sur le cadre légal qui vient conditionner la communication des renseignements désignés pour la recherche à l'Institut. Et je vais ensuite passer la parole à ma collègue qui va entrer dans les détails des différentes mesures contractuelles, administratives, physiques que l'Institut a mises en place pour encadrer ce genre de communication tout en assurant la protection des renseignements impliqués. Vous le savez peut-être, l'Institut de la statistique du Québec fête cette année ses 25 ans. Nous sommes, a-t-on besoin de le rappeler, l'agence statistique officielle de l'État québécois, avec tout ce qu'une agence statistique gouvernementale implique en termes d'autonomie et de neutralité. On est le seul organisme statistique provincial au Canada, la seule autre agence statistique au pays étant bien sûr Statistique Canada. À ce titre, l'Institut a donc pour mission, depuis sa création, de fournir des informations statistiques fiables et objectives sur la situation du Québec. Vous me permettrez d'appuyer très, très fort sur le crayon ici pendant que je souligne à quel point tous les enjeux de confidentialité et de PRP sont une condition sine qua non à la réalisation de cette mission-là. Pour tous les organismes publics, il s'agit d'enjeux très importants et encadrés par la loi, mais pour l'Institut, son existence même en dépend. Le nerf de la guerre de toute agence statistique est le taux de réponse des citoyens à ces enquêtes. Et tout incident qui pourrait entacher la réputation de l'Institut ou porter préjudice à la confiance portée par la population compromettrait au plus haut point ses activités, voire son existence. C'est une préoccupation majeure qui est d'ailleurs réifiée par l'article 25 de notre propre loi constitutive, la loi sur l'Institut de la statistique du Québec, ou la LISC pour les intimes, qui proscrit toute divulgation d'un renseignement obtenu en vertu de notre loi qui pourrait être réassocié à une personne physique ou morale. Donc, cela étant dit, il y a une seconde mission qui échoue officiellement à l'Institut depuis 2021, celle d'assurer la communication de certaines données administratives des ministères et des organismes publics québécois. Le gouvernement annonçait dès l'édition 2018 de son plan économique du Québec la création d'un guichet de service destiné aux chercheurs voulant obtenir à des fins de recherche des renseignements détenus par des ministères et organismes. La responsabilité de ce guichet d'accès a été confiée à l'Institut en raison des mesures PRP déjà en place chez lui, de son infrastructure existante d'accès aux données, mais aussi de son expérience et de son expertise méthodologique et opérationnelle concernant les données administratives. Ensuite, au fil des budgets et des plans économiques, l'offre de données et les ressources et outils alloués se sont bonifiés. L'offre était initialement limitée à certaines données administratives de la Régie de l'assurance maladie du Québec et du ministère de la Santé et des Services sociaux, puis c'est élargi une première fois en 2020 pour inclure aussi des données des ministères de l'Éducation du Québec et de l'Enseignement supérieur, et c'est encore élargi récemment pour inclure certaines données de Revenu Québec. Par contre, le changement le plus important à s'être opéré au cours des dernières années en termes d'accès aux données à l'Institut, c'est la modification de sa propre loi constitutive, officiellement sanctionnée le 2 juin 2021. Les changements apportés ont donné à l'Institut les coups des franches pour faciliter l'accès aux chercheurs à des données administratives sans consentement. Avant ces changements, l'accès aux données était encadré par entente, donc qui était établi individuellement avec chaque détenteur de données, afin que l'Institut offre un service clé en main aux détenteurs. L'Institut recevait toutes les demandes d'accès, en évaluait la recevabilité et la faisabilité technique, réalisait l'évaluation PRP, assurait toutes les démarches auprès de la CAI, parce qu'on se souvient à l'époque, l'article 125 de la loi sur l'accès était encore en vigueur, puis transmettait au détenteur le dossier complet de la demande, ce qui incluait l'évaluation et la recommandation de l'Institut ainsi que l'avis CAI. Le détenteur n'avait plus qu'à émettre sa lettre d'autorisation d'accès. La modification en 2021 de la LISC permet une avenue beaucoup plus efficiente et conçue sur mesure pour la recherche. La LISC prévoit donc que le gouvernement peut désigner par décret certains renseignements détenus par un ministère ou organisme pour que l'Institut puisse en faire l'usage dans la réalisation de ses mandats. Le principal mandat ici étant la communication des renseignements désignés à des fins de recherche aux chercheurs liés à un organisme public québécois. À noter
que le régime d'accès de la LISC ne prévoit que des accès sans consentement, sans aucun traitement différencié en cas de consentement. Le cadre de la LISC vient se substituer ici au mécanisme d'accès pour la recherche défini dans la loi sur l'accès, abordé par Mme Côté dans la première partie du webinaire, puis sur lesquels aussi on a abordé les intervenants de la SAAC, notamment au moyen des exclusions prévues à l'article 79 de la loi sur l'accès, qui soustrait l'Institut du régime de la loi sur l'accès pour les communications de renseignement déjà encadrées par la LISC. Cela dit, la LISC reprend dans les faits plusieurs éléments présents dans la loi sur l'accès. Par exemple, elle précise qu'un chercheur lié à un organisme public voulant accéder à des renseignements désignés doit faire la démonstration de certaines conditions. L'objectif de la recherche peut seulement être atteint par cette communication, exiger l'obtention du consentement des individus visés serait déraisonnable. Donc, essentiellement, là, tous les éléments définis à l'article 67.2.1 de la loi sur l'accès. Le chercheur doit aussi joindre à sa demande non seulement un protocole de recherche ou un autre document qui détaille ses activités de recherche, comme l'exige aussi l'article 67.2.2 de la loi sur l'accès, mais aussi un document établissant que le chercheur est lié à un organisme public, ainsi qu'un avis favorable à réaliser la recherche émis par un comité d'éthique de la recherche lorsqu'applicable. Là, ici, je passerai peut-être trop rapidement, mais on peut constater à l'acétate ou à la diapo, dépendant de la génération à laquelle on se rallie, quelques différences entre les exigences de la LISC et celles de la loi sur l'accès. Donc, au terme de l'évaluation de la demande par l'Institut, et une fois la demande jugée recevable, faisable, répondant à toutes les exigences légales, on conclut entre l'Institut, le chercheur principal et l'organisme de rattachement du chercheur 2 contrats. Un contrat de service qui vient définir les livrables et les frais qui y sont associés, ce qui nous intéresse un petit peu moins dans la discussion d'aujourd'hui. Et, plus intéressant, un contrat d'accès qui correspond à l'entente de communication définie dans la LISC. Comme le prévoit l'article 13.10 de la LISC, ce contrat d'accès doit établir un certain nombre d'éléments conditionnant la communication de renseignements désignés autorisés par l'Institut, notamment en ce qui concerne les mesures de sécurité et de confidentialité exigées, la durée d'accès autorisé, les responsabilités du chercheur principal et de son organisme de rattachement, le cadre même du projet de recherche, donc incluant les objectifs de recherche pour lesquels la communication est requise, la définition de la population visée, la liste des variables autorisées, j'en passe. Donc, une fois ça signé par toutes les parties, le contrat d'accès est transmis à la CAI et aux détenteurs concernés dans un délai de 30 jours pour information. La LISC encadre la communication des renseignements désignés, mais c'est assez courant qu'un chercheur requiert aussi de joindre aux renseignements désignés communiqués par l'Institut des renseignements non désignés, dont les sources peuvent être très variées. Donc, on peut penser ici à des renseignements obtenus directement par le chercheur auprès des participants, par exemple par l'administration d'un questionnaire. On peut penser à des renseignements obtenus via une biobanque ou une banque de données de recherche, mais aussi des données administratives provenant d'un ministère ou organisme public qui n'aurait pas encore désigné des renseignements qu'il détient, ou même d'un organisme ou ministère ayant déjà désigné certains renseignements, mais pour des fichiers spécifiques n'ayant pas été désignés. Dans tous les cas, nous nous assurons que la communication de ces renseignements non désignés à l'Institut en vue de leur appariement aux renseignements désignés et de la communication dans l'environnement sécurisé de l'Institut du fichier de recherche résultat se fasse selon le cadre légal applicable, bien entendu. On l'a déjà vu, les cas de figure sont multiples et variés, donc j'aspire vraiment pas ici à l'exhaustivité, mais je relève entre autres que la communication de renseignements de santé et de services sociaux est maintenant prise en charge par la récente loi 5, dont d'ailleurs l'article 51 permet à un chercheur qui aurait déjà reçu l'autorisation d'accéder à un renseignement de santé de le communiquer à l'Institut pour fin de jumelage à des renseignements désignés sans entente supplémentaire. Cela étant dit, depuis 2021, en fait, des communications similaires de renseignements cliniques étaient déjà autorisées par le directeur des services professionnels d'un établissement de santé, étaient permises par l'article 19.3 de la loi sur les services de santé et les services sociaux. Autrement, la communication de toute autre donnée administrative provinciale tombe sous le régime des articles 67.2.1 à 3 de la loi sur l'accès, ce qui implique donc que la communication à l'Institut
des renseignements non désignés nécessaires aux chercheurs va requérir une entente de communication entre le détenteur, le chercheur et l'Institut, qui va être distincte et additionnelle au contrat d'accès de l'Institut. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Caroline, qui va aborder plus en détail les processus, les outils et les autres éléments mis en place par l'Institut pour assurer la protection des renseignements désignés pour la recherche. Donc, un chercheur qui souhaite avoir accès à des renseignements désignés doit soumettre sa demande via le portail web des services d'accès aux données de recherche, qu'on appelle ici affectueusement le SAD. Chaque demande est attitrée par un analyste et qui étudie la demande pour s'assurer de bien comprendre les besoins du chercheur. Il s'assure de la faisabilité de la demande en fonction de plusieurs critères. Les demandes pourront par la suite être évaluées sur les aspects de la protection des renseignements personnels. Chaque évaluation PRP d'une demande provenant d'un chercheur est consignée dans un rapport détaillé et structuré afin de documenter tous les éléments pertinents de notre analyse et de nos conclusions. Dans cette analyse, nous considérons entre autres les éléments suivants: la définition de la population à l'étude, les objectifs de recherche, le type de renseignements impliqués, leur nécessité afin de répondre aux objectifs et la période dans le temps où les renseignements seraient obtenus, ce qu'on appelle ici la période d'extraction. Nous mettons l'accent également sur la nécessité qu'un projet soumis ait été étudié par un comité d'éthique à la recherche d'un organisme public reconnu lorsque c'est applicable. Une demande d'accès doit être accompagnée d'un certificat éthique à jour pour le projet de recherche concerné. Il y a une corrélation qui est faite entre ce qui a été approuvé par le CER et le protocole de recherche qui nous a été soumis. Donc, s'il y a une modification qui est apportée au projet qui nécessite une nouvelle évaluation PRP, par exemple l'ajout d'une cohorte de participants, on requiert un document attestant l'approbation de cette modification par le CER. Nous portons aussi une attention aux modalités d'accès. Donc, les fichiers de recherche sont déposés dans l'environnement sécurisé de l'ISQ et peuvent être consultés soit dans un centre d'accès aux données de recherche de l'ISQ, communément appelé le CADRISC, ou dans le cadre d'un accès à distance où le chercheur peut consulter les données de recherche autorisées dans l'environnement sécurisé de l'ISQ, mais à partir d'un autre lieu défini. Il est important de souligner que le fichier d'accès disponible à distance n'est pas le même que celui disponible en CADRISC. En effet, le niveau de détail de certains renseignements est réduit lors d'un accès à distance afin de réduire les risques de divulgation. Enfin, nous considérons dans notre analyse tout autre document nécessaire à l'évaluation, par exemple l'autorisation d'un détenteur externe ou d'un directeur des services professionnels. Donc, une fois que le projet obtient l'approbation de la responsable de la protection des renseignements personnels de l'ISQ, chaque demande est encadrée par un contrat d'accès. Donc, en plus des éléments qui ont été présentés précédemment par mon collègue, on retrouve également une liste des personnes qui sont autorisées à accéder aux renseignements et chaque personne autorisée doit préalablement être assermentée en signant un engagement à la confidentialité qui est consigné au contrat. Annexé au contrat, on y retrouve de plus les exigences de l'ISQ relatives à la sécurité et à la confidentialité de l'accès que les utilisateurs doivent respecter. Lorsque c'est applicable, des exigences supplémentaires pour des accès en télétravail sont ajoutées. Par exemple, il y a des exigences quant à l'accès au local qui doit être contrôlé et limité aux personnes autorisées. Et il y a une série de mesures de protection concernant le poste de travail de l'utilisateur et de sa connexion au serveur de l'ISQ. L'utilisateur s'engage également à ne pas faire de partage d'écran lors d'une visioconférence, à moins d'y être dûment autorisé au préalable par l'ISQ. L'Institut va vérifier, quant à lui, chaque résultat statistique avant leur sortie de son environnement. Donc, pour ce qui est de l'accès en mode télétravail, l'ISQ demande que celui-ci se fasse au Québec. Aucun accès en télétravail ne doit se faire en voyage, dans les lieux publics comme un restaurant, une chambre d'hôtel, pas d'accès non plus via un Wi-Fi public. L'endroit doit être également raisonnablement insonorisé. Une fois les aspects contractuels réglés, les assermentations effectuées et le fichier de recherche créé, les chercheurs autorisés ont accès à ces données. Comme je vous l'ai mentionné, les fichiers de recherche sont déposés sur des serveurs sécurisés de l'ISQ, de sorte qu'ils ne peuvent pas sortir de leur environnement informatique. Seulement ces chercheurs ou les membres de leur équipe de recherche qui ont une autorisation d'accès peuvent consulter les données de leur projet de recherche qui ont été déposées dans leur dossier. Donc, advenant qu'un chercheur ait en cours plus d'un projet de recherche, donc l'accès à plus d'un dossier,
Celui-ci ne peut consulter qu'un dossier à la fois afin d'éviter les croisements de données. Comme je vous le mentionnais, il y a 2 façons d'avoir accès aux données. Donc, la première s'effectue dans un cas de risque. Actuellement, il y a 6 cas de risque disponibles au Québec, dont 2 à Québec, 3 à Montréal et 1 à Sherbrooke. À titre d'exemple, la photo que vous voyez à l'écran est le cas de risque situé au CHU de Sainte-Justine. L'accès aux données se fait donc dans un environnement contrôlé. Les ordinateurs du cas de risque sont connectés directement au serveur de l'ISQ et il n'y a pas d'accès Internet sur les postes de travail. Il n'est pas permis non plus d'amener son téléphone cellulaire à l'intérieur de la pièce. Dans ce local, les chercheurs ont accès à une imprimante, mais les documents imprimés au cas de risque ne peuvent pas sortir du local sans avoir d'abord été préalablement vérifiés par l'analyste sur place. De plus, l'impression se fait sur du papier de couleur pour bien identifier les documents. L'accès aux données en cas de risque est contrôlé, comme vous le comprenez, mais il a l'avantage de permettre aux chercheurs de consulter toutes les données au fichier maître pour lesquelles le chercheur a été autorisé, ce qui n'est pas le cas pour un accès à distance, car le détail de certaines variables est réduit, comme je l'ai mentionné plus tôt. La deuxième façon de consulter les données que je vous présente maintenant passe par l'accès à un fichier de recherche à distance consulté dans l'environnement de l'ISQ. Dans notre jargon, on l'appelle le fichier de microdonnées accessibles à distance, le FMAD. La grande différence entre le fichier accessible en cas de risque et le FMAD résulte en l'application d'un masquage pour réduire le risque de divulgation. Donc, certains renseignements dans le FMAD peuvent être modifiés ou retirés pour des raisons de confidentialité, mais l'utilité statistique des données est tout de même conservée. Ce contrôle vise à s'assurer que le risque qu'un utilisateur puisse reconnaître involontairement un ou des individus soit le plus faible possible. Par exemple, dans un FMAD, nous retirons les codes postaux s'ils avaient été préalablement autorisés et disponibles au cas de risque. Ou encore, la date complète du décès d'un individu pourrait être disponible au cas de risque, mais le jour précis de son décès serait retiré au FMAD. L'utilisateur est consulté au moment de déterminer le traitement appliqué au fichier afin que celui-ci ne nuise pas aux analyses prévues. L'accès à un FMAD n'est pas applicable à tous les projets de recherche. Parfois, le nombre d'individus est trop petit ou la sensibilité des données est trop élevée, ce qui fait qu'il n'est pas possible de produire un FMAD respectant notre degré acceptable de risque de divulgation. Ça peut être le cas, par exemple, si l'étude est réalisée spécifiquement auprès de personnes avec un casier judiciaire ou chez des mineurs qui fréquentent des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse. Lors de la consultation des données à distance, le chercheur s'est engagé à respecter le lieu d'accès et toutes les autres obligations que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Donc, advenant un bris des conditions d'accès établies par l'ISQ, l'accès du chercheur ou des membres de son équipe de recherche pourrait être retiré temporairement ou de façon définitive. La loi sur l'Institut prévoit aussi des sanctions possibles en 5 cas. Donc, dans le cadre de certains projets de recherche, il arrive qu'il nous soit demandé que les données soient communiquées à l'extérieur du Québec. Donc, pour ces demandes de communication, nous appliquons l'article 70.1 de la loi sur l'accès et effectuons une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée que vous avez entendu tout à l'heure. Donc, bien que ce soit à l'extérieur du Québec, les personnes autorisées vont accéder à distance aux fichiers de recherche sur les serveurs sécurisés de l'ISQ. Donc, en conclusion, depuis 2019, de nombreux chercheurs ont pu générer de multitudes de publications scientifiques grâce au service d'accès aux données de recherche de l'ISQ. Il est à penser que la désignation possible de renseignements additionnels provenant de nouveaux détenteurs, ministères ou organismes élargira certainement le bassin de chercheurs avec la venue de nouveaux champs de recherche à étudier. Nous sommes conscients que la présentation ne nous a pas permis d'entrer dans les détails. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées à obtenir plus d'informations, nous avons placé des liens qui se dirigent entre autres vers nos règles de gouvernance et sur les banques de données rendues disponibles aux chercheurs. Donc, la présentation qu'on vous a effectuée vous sera rendue disponible. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça faisait le tour pour l'ISQ. Madame Caroline Lambert, Monsieur David Joubert-Leclerc, merci infiniment de votre participation à notre événement cet avant-midi. C'est fort intéressant tout ça. On va passer maintenant à notre dernière, mais non la moindre intervenante, donc Madame Faten Shady, pour Revenu Québec. Allô?
Bonjour à tous. Merci Madame Côté. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous pour vous présenter quelques cas pratiques en lien avec la communication des renseignements confidentiels sans le consentement des personnes. Je vais d'abord prendre le contrôle. Donc, comme je vous ai dit, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter des cas pratiques, c'est important de souligner les particularités du régime de protection des renseignements confidentiels à Revenu Québec et voir dans quel cas le régime de protection prévu par la loi sur l'accès s'applique pour notre organisation. Donc, j'imagine que vous avez remarqué, j'utilise plus le terme de renseignement confidentiel et c'est tout à fait normal compte tenu de notre mission. Vous le savez très bien que Revenu Québec soutient les citoyennes, citoyens et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement des responsabilités fiscales. Également, Revenu Québec, c'est un organisme qui administre d'autres lois qui lui sont confiées par le gouvernement et qui ne sont pas fiscales, et d'autres aussi, il assure la gestion de certains programmes sociaux, fiscaux. C'est pour cette raison à Revenu Québec, on parle d'un régime de protection à deux facettes. Tous les renseignements que l'organisation détient pour des fins fiscales sont protégés par le régime de la loi sur l'administration fiscale. Par contre, si on détient d'autres renseignements de nature non fiscale qui vont servir à appliquer d'autres lois ou assurer la gestion de certains programmes sous notre responsabilité, le régime qui va s'appliquer, ça va être plus le régime de la loi sur l'accès. Et en cas de divergence, c'est vraiment le régime de la LAF qui a préséance sur le régime de protection des renseignements prévu par la loi sur l'accès. Donc, la question qui se pose, est-ce que cela dit que Revenu Québec écarte complètement ou majoritairement les dispositions de la loi sur l'accès? La réponse est bien évidemment et non, parce que comme je vous ai dit, quand on reçoit ou quand on a à traiter ce genre de cas de communication sans le consentement des personnes concernées, un conseiller en matière de protection des renseignements confidentiels, sa première question, ça va être, est-ce que l'organisation détient ces renseignements pour des fins fiscales ou non fiscales? Si la réponse est oui, c'est pour des fins fiscales, c'est toujours la LAF qui s'applique. Si la réponse est non, qu'on détient les renseignements personnels pour des fins autres que fiscales, comme par exemple pour la gestion des dossiers des employés. Je vous donne aussi l'exemple de la loi sur les biens non réclamés, qui est une loi qu'on l'administre, mais ce n'est pas une loi fiscale. Donc, c'est vraiment le régime de la protection de la loi sur l'accès qui s'applique. Et en lien avec le régime prévu par la LAF, ce qui est protégé, ce n'est pas simplement les renseignements personnels qui permettent d'identifier une personne physique, mais c'est tous les renseignements qui sont dans le dossier fiscal. Tout ce qui est dans le dossier fiscal, personnel ou pas personnel, ça, on va appliquer le régime de la loi sur l'administration fiscale. Donc ça, c'est vraiment les règles générales qui s'appliquent en matière de protection. Donc on a deux régimes. Notre régime principal, c'est celui de la LAF. Le deuxième, c'est plus la loi sur l'accès. Et on va aborder un premier cas pratique qui va nous permettre de voir comment Revenu Québec applique les dispositions de la loi sur l'accès lorsqu'on veut communiquer des renseignements qui ne sont pas contenus dans le dossier fiscal. Et ici, je vous présente un exemple qui est le programme d'allocation logement. C'est un programme qui est de nature non fiscale, ce qui justifie pourquoi ici le régime de la loi sur l'administration fiscale est écarté. Et c'est la communication qui autorise, la disposition plutôt qui nous autorise à communiquer les renseignements, c'est l'article 68, alinéa 1, le paragraphe 1, en lien avec l'exercice des attributions ou la mise en œuvre d'un programme. Donc, vous le savez probablement que la SHQ a comme mission de promouvoir des programmes avec l'accord du gouvernement concernant l'habitat. Revenu Québec, quant à lui, il a la responsabilité d'administrer ce programme d'allocation logement. Et pour la mise en œuvre de ce programme,
dans les deux sens, entre les deux organisations, on a besoin d'échanger des renseignements personnels en vertu donc de cet article 68. Donc, bien évidemment, toutes les exigences légales en la matière s'appliquent. Et là, je vais souligner que, étant donné que toutes les dispositions de la loi 25 sont maintenant en vigueur, actuellement, Revenu Québec est en train de réaliser sa première évaluation des facteurs de la vie privée dans le cadre de cette entente, parce que c'est une entente qui est conclue depuis 2001, donc on veut se conformer à ces nouvelles en fait, exigences. On a commencé avec nos collègues de la SHQ à réviser cette entente et à faire notre évaluation des facteurs de la vie privée. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment notre processus avec les différentes étapes à respecter pour terminer et pour procéder à l'évaluation des facteurs de la vie privée. L'objectif, c'est vraiment de s'assurer que tous les renseignements échangés dans le cadre de cette entente sont nécessaires pour l'administration de ce programme, mais également pour les fins de la SHQ. Donc, on veut considérer tous les facteurs ayant un impact positif ou négatif sur la vie privée. On veut décrire les risques et les évaluer. Et actuellement, on est en train de voir quelles seront les mesures d'atténuation ou de mitigation nous permettant d'atténuer ou d'éliminer complètement les risques en matière de vie privée pour qu'on puisse par la suite les traduire sous forme de clauses dans cette entente nous permettant de s'assurer qu'on assure une protection adéquate de nos renseignements personnels qu'on va échanger avec la SHQ. Et comme j'ai signalé, étant donné dans le cadre de ce programme, les deux organisations se communiquent des renseignements personnels en vertu de l'article 68. Il a été convenu avec la SHQ de travailler sur un même rapport EFVP qui va conclure vraiment, qui va donner une idée sur tous les risques qu'on a recensés avec les mesures de mitigation et comment on a traduit ces mesures de mitigation dans la nouvelle entente. Et une fois que nos RAI PRP approuvent ce rapport, approuvent le projet de l'entente, le tout il va être communiqué et adressé à la commission d'accès à l'information conformément aux nouvelles exigences légales. Donc, ça, c'est un premier cas qui démontre comment Revenu Québec est en train de mettre en œuvre certaines dispositions de la loi sur l'accès lorsqu'il s'agit d'un programme ou d'une loi qui n'est pas de nature fiscale. Maintenant, je passe à un deuxième cas pratique qui va plus aborder les limites imposées par la loi sur l'administration fiscale concernant les communications discrétionnaires. Donc, tout à l'heure, Madame Côté, au début, elle nous a parlé de ces communications discrétionnaires où les organismes publics, ils ont la possibilité de communiquer dans certains cas avec des conditions bien strictes des renseignements personnels. Pour Revenu Québec, je vais par exemple prendre l'exemple d'une communication en vertu de l'article 59.1 pour prévenir par exemple un acte mettant en danger la vie d'une personne. Dans ce cas, ce qu'on va faire, on va aller regarder si les renseignements qu'on aimerait communiquer sont dans le dossier fiscal ou non. Si la réponse est oui, c'est-à-dire que les renseignements personnels sont dans le dossier fiscal, dans ce cas, en vertu de l'article 69.0.0.0.10 de la loi sur l'administration fiscale, l'exception de l'article 59.1 va être écartée parce que, comme vous le voyez à l'écran, malgré ces articles, un renseignement contenu dans un dossier fiscal ne peut être communiqué que dans les cas prévus par la LAF et lorsque la personne concernée autorise sa divulgation. Donc, mais cela ne veut pas dire que Revenu Québec n'a pas le droit du tout de communiquer dans ce genre de situation des renseignements confidentiels personnels parce que généralement, on a des pendants dans la loi sur l'administration fiscale qui va nous offrir cette habilitation pour pouvoir communiquer sous des conditions bien strictes certains renseignements personnels. On peut trouver aussi des communications discrétionnaires dans le cadre d'une enquête criminelle. On peut aussi communiquer dans le cadre des ententes
entre d'autres paliers gouvernementaux. Bref, c'est juste pour vous dire, on a plusieurs pendants avec la loi sur l'accès qui nous autorise à communiquer des renseignements personnels contenus dans un dossier fiscal. On a aussi l'article 69.1 de la LAF qui contient presque les exceptions autorisant Revenu Québec à communiquer des renseignements confidentiels à des ministères et des organismes québécois. Certaines formalités s'appliquent et sont exigées, comme par exemple la conclusion d'une entente écrite, où on va retrouver certaines mentions particulières prévues et exigées par la loi, comme la fréquence, comme la durée de l'entente, le moyen technologique utilisé pour la transmission des renseignements. Bien évidemment, l'avis de la Commission d'accès à l'information est exigé et aussi on procède à des inscriptions au registre des ententes conformément à l'article 71.0.7. Donc, maintenant, je vais passer à mon troisième et dernier cas pratique, c'est les limites imposées par la LAF concernant les communications impératives. Madame Côté aussi, elle nous a parlé de ces communications impératives où les organismes publics ils doivent communiquer, dans certains cas, des renseignements personnels et on fait l'exception au principe du consentement. Quand on parle plus de ce genre de communication pour Revenu Québec, c'est toujours notre loi sur l'administration fiscale qui s'applique du moment que les renseignements, bien évidemment, sont dans le dossier fiscal. L'article 171, 2.1 de la loi sur l'accès prévoit de façon explicite que la loi sur l'accès n'a pas pour effet de restreindre la protection d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévu à la section 4, contenu dans la loi sur l'administration fiscale. Donc, cela dit, je vais passer à la diapo suivante, que lorsque Revenu Québec reçoit par exemple une demande de communication de la part du vérificateur général ou du protecteur du citoyen, que les renseignements sont dans le dossier fiscal de la personne, ce qu'on va regarder, c'est plutôt nos exceptions qui sont prévues dans l'article 69.1 ou dans les autres dispositions portant sur les exceptions au principe de consentement de la personne. Et vous allez voir, si je prends l'exemple du protecteur du citoyen, Revenu Québec ne peut communiquer ces renseignements qu'à l'égard, par exemple, des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la loi sur le protecteur du citoyen ou d'un renseignement nécessaire à l'application de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics. Donc, cela dit, si demain, par exemple, le protecteur, le gouvernement, le protecteur du citoyen, il va administrer une nouvelle loi et qui va s'adresser à Revenu Québec pour avoir des renseignements lui permettant d'appliquer cette nouvelle loi, on n'est pas autorisé à communiquer ces renseignements parce que ce n'est pas prévu de façon explicite par l'article 69, paragraphe I. Cela dit, on va faire notre exercice de nécessité. Si on arrive à la conclusion que ce n'est pas prévu, qu'on n'est pas autorisé à communiquer ce renseignement, dans ce cas, la voie qui nous reste à explorer, c'est plus une modification législative pour qu'on puisse communiquer les renseignements requis par le protecteur du citoyen. Et toujours, il faut démontrer la nécessité et s'assurer que toutes les exigences légales sont bien respectées. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir quand il s'agit de communication des renseignements confidentiels sans le consentement de la personne pour Revenu Québec, le régime qui s'applique principalement, c'est plutôt le régime de la loi sur l'administration fiscale et cela est dans le but de préserver le secret fiscal. Et d'une façon subsidiaire, ça va être plus après le régime de la loi sur l'accès qui va s'appliquer à Revenu Québec, surtout pour des programmes socio-fiscaux qui n'ont pas une nature fiscale ou pour des lois qu'on est en train de les administrer, mais ce ne sont pas des lois fiscales. Donc, avec ça, j'ai survolé très rapidement les trois cas pratiques pour vous montrer un peu les particularités de Revenu Québec en matière de protection des renseignements confidentiels. Et bien évidemment, la présentation vous sera partagée avec vous à la fin de ce webinaire. Merci.
Madame Shady, merci infiniment de vous être joint à nous cet avant-midi puis de nous avoir partagé la réalité de Revenu Québec. C'était fort intéressant. Au terme de ce webinaire, on espère que les types de communication sans le consentement des personnes concernées sont plus clairs pour vous. On espère également que les interventions de nos invités vont vous aider à mettre en œuvre là, ou à bonifier vos pratiques en cette matière-là. S'il y a 4 éléments à retenir de notre webinaire d'aujourd'hui, on souhaite que vous reteniez ceux-ci. Premièrement, la communication de renseignements personnels sans le consentement des personnes concernées, c'est exceptionnel. Un organisme public peut quand même ou doit communiquer un renseignement personnel sans le consentement des personnes concernées dans les cas et aux seules strictes conditions prévues par la loi. On l'a vu, hein, il y a des dispositions discrétionnaires qui permettent, comme celle prévue à l'article 59 de la loi sur l'accès, puis il y en a d'autres qui obligent cette communication-là, comme les communications prévues en vertu de l'article 171. Troisièmement, l'organisme doit respecter les formalités de communication prévues par la loi, notamment s'assurer de prendre des mesures de sécurité qui sont raisonnables compte tenu notamment de la sensibilité des renseignements personnels, de leur finalité, de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. On l'a vu aussi, hein, dans certains cas, il y a des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée qui sont requises. Dans d'autres cas, il y a des ententes aussi. Et enfin, à moins d'exceptions prévues dans les lois, l'organisme doit être transparent au regard des communications sans consentement qu'il a effectuées en les enregistrant ou en les inscrivant dans un registre. Et puis, dans certains cas, quand les organismes sont assujettis au règlement sur la diffusion, doivent, sauf exception, diffuser ce registre-là. Je vous rappelle que notre secrétariat a développé des outils pour vous soutenir dans ce type de communication-là, donc je vous invite à les consulter. Si vous avez aimé la présentation d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous le 11 décembre prochain. Le deuxième webinaire de notre programmation portera sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Si vous n'êtes pas encore inscrit à nos autres événements, je vous invite à le faire. Les inscriptions sont ouvertes, mais les places partent vite. Donc, un sondage de satisfaction va vous être acheminé rapidement après la présentation. Merci d'y répondre en grand nombre. Ce sont vos commentaires qui nous permettent d'améliorer la formule de nos webinaires. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire et à bientôt. Et on vous laisse partir. Bon dîner. Merci.